2, France Maghreb 2. La bienvenue à vous, merci d'être avec nous. C'est mardi aujourd'hui, nous sommes le 25 février et vous êtes bien à l'écoute du grand forum sur France Maghreb 2. Méfiez-vous des imitations, l'original, l'authenticité, c'est ici. Bien entendu sur France Maghreb 2 de 16h à 18h. Pour m'accompagner, elle se fait toujours son bon brushing qu'on n'aura pas l'occasion de voir aujourd'hui parce que sa voiture lui a fait défaut. Audrey Pronosti, bonjour. Oui, bon, je suis pas là en chair et en os, mais bon, je suis quand même là et bien présente avec vous dans les studios, quand même. Ouais, quand même. Alors que quand lui, même. il a brassé le vent, la pluie, la grêle, la neige. Philippe Bouriaki, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va, Philippe? Bah, ça va pas, c'est mon dernier FGF avec vous. Ah oui. Ça y est, je vous quitte. Non, Bah si, c'est mon dernier. Bah C'est attends. pas définitif. Attends, ça. Enfin, Quoique, avec le coronavirus. Attends. On règle tout de suite un problème. Ouais. Si tu deviens maire, ce que je te souhaite, Ouais. le 22 mars prochain, le grand forum, tu reviens? Ça dépend combien vous payez. Voilà. Allez, Chirac, sors de ce corps. Voilà, Hein c'est ça. Non, bien sûr, je reviens. J'ai donné ma parole. Je reviendrai au grand forum à raison d'au moins une fois tous les 15 jours. Bah oui, quand même, parce que t'auras du boulot quand même. Orly, c'est pas une petite ville. Non, c'est une ville de 24 000 habitants. Quand même. Qui demande beaucoup d'investissement à plein temps, de toute façon. Mais je veux aussi garder des paliers, des soupapes de décompression et de bien-être et de bonheur. Tu le veux pour les administrés, il faut aussi les avoir pour soi aussi. C'est trop gentil. Non, Bon. mais comme ça me l'a raconté parce que Ouais. il y a un sondage qui a tourné. Calme-toi, méfie-toi des sondages. Ouais, je sais, mais non. Calme-toi. Pour moi, c'est un fake. Ouais. Ah oui? Ouais. Bon. Attends, je peux pas être à 27% et Christine Janot à 31%. Ça n'existe pas cette histoire. C'est plutôt l'inverse. Bah voilà. On est d'accord. Bon, allez, c'est parti les amis, le sommaire de cette émission. Encore une fois, une émission très riche aujourd'hui, c'est parti. Au sommaire de ce grand forum pour ce mardi 25 février, coronavirus, 7 morts en Italie, 219 cas recensés. L'épidémie est désormais aux portes de l'Hexagone. Doit-on fermer les frontières? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 pour en parler avec nous. Audrey Pronosti et Philippe Bouriaki, bien sûr. Le zapping, le meilleur ou le pire de la télé et de la radio, avec au programme du Henri Guénaud, du Anne Hidalgo ou encore du Olivier Véran, sans oublier du Pascal Praud, ça c'est pour le dessert. Invité du LGF aujourd'hui, Chérine El Messiri, pour parler du forum et festival Arabofolies du côté de l'Institut du monde arabe. Municipal 2020, direction Bondy pour accueillir Sergio Coronado, candidat à Bondy, soutenu par la France Insoumise. Il répondra à nos questions tout à l'heure. Et pour finir, le quiz en fin d'émission. C'est parti pour votre LGF. Je vous en souhaite la bienvenue. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, on est là, messieurs, dames, sur France Maghreb 2, chaque jour, 16h, 18h, avec Audrey Pronosti, qui est avec nous aujourd'hui. Et oui, elle est italienne aussi, Audrey Pronosti, hein, bien entendu. Avec nous, Philippe Bouriaki aussi. Et on va parler maintenant du coronavirus, parce que, messieurs, dames, ça devient quand même une sacrée inquiétude, cette histoire. Bien que les autorités françaises nous disent non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à craindre. Ça vous rappelle pas un truc, l'histoire de le truc est en Italie, il est partout, sauf chez nous, tout va bien, ça ne traversera pas les frontières. Ça me rappelle Tchernobyl, moi. 86, Tchernobyl. Voilà, absolument. Mais quand même, il y a beaucoup de suspicions de cas. En Italie, c'est la cata. Vraiment, on peut parler de catastrophe en Italie. 7 morts et surtout beaucoup de personnes qui sont infectées par le coronavirus. Des régions entières qui sont en quarantaine. La Toscane et la Sicile viennent de se rajouter aujourd'hui, avec de nouveaux cas également qui ont été recensés. Du coup, l'inquiétude qui commence à peser un petit peu partout, bien sûr. Vos appels en direct au 01 40 33 9000 pour nous parler de cette fermeture des frontières. Est-ce que vous seriez pour, temporairement bien sûr, et pour éviter que le virus se propage, est-ce que ça servirait à quelque chose d'abord? La question vous est posée. Et vous êtes, messieurs, dames, quand même 68% sur Facebook à penser que oui, il faut fermer les frontières avec l'Italie. 73% sur Twitter, le grand forum FM2, Facebook, France Maghreb 2. Eh bien, on écoute un petit reportage, justement. Nous parlons de ce sujet. Faut-il ou non fermer les frontières? Patrouille de police, contrôle des véhicules qui sortent ou qui rentrent dans le périmètre. Pour les résidents des 11 villes italiennes placées en quarantaine, interdiction de quitter l'espace de confinement.
Une première mesure pour éviter la propagation du coronavirus, mais en cas d'épidémie, au Rassemblement national et à droite, certains veulent aller plus loin. À partir du moment où ces mesures de confinement sont sérieusement mises en œuvre et respectées, il n'y a pas de raison éventuellement de fermer la frontière. Mais peut-être que ce sera nécessaire si l'épidémie, évidemment, est hors contrôle en Italie. Il serait illusoire de penser que nous ne sommes pas concernés et que le virus va s'arrêter à la frontière. En tout cas, moi, je dis simplement qu'il ne doit y avoir en la matière aucun tabou, que le principe de précaution doit dominer. La fermeture des frontières, une mesure écartée pour le moment par le gouvernement. L'exécutif dénonce une volonté d'inquiéter la population. Marine Le Pen et le Rassemblement national, leur fonds de commerce, c'est la peur. Et notre rôle au gouvernement, c'est pas de dire si on a peur ou pas peur. C'est de dire voilà ce qu'on est en train de préparer pour faire face à une éventualité. Les capacités de diagnostic du coronavirus vont être renforcées en France, notamment dans le sud. À Marseille, il sera possible de faire 1000 tests par jour. Voilà pour en tout cas ce reportage qui illustre, vous l'avez bien compris, ceux qui demandent en particulier de la fermeture des frontières, peut-être de manière temporaire. Ce sont évidemment le Rassemblement national et Éric Ciotti, pour ne citer que, évidemment. Mais on se pose quand même légitimement la question. L'exécutif nous dit tout va bien pour l'instant, c'est sous contrôle. Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, nous dit que tout va bien, qu'il y a un système de santé au point pour faire face à cette pandémie. Est-ce qu'il faut fermer la frontière, Audrey Pronesti ? Alors, comme tu viens de le préciser, Christophe, notre nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a bien expliqué qu'il fallait pas paniquer. Alors oui, on va nous dire que ce genre de propos est normal. Pourquoi ? Parce que justement, il faut pas faire paniquer la population. Maintenant, il faut tenir compte d'une chose qui est quand même essentielle, c'est que les conditions sanitaires en Italie sont pas du tout les mêmes qu'en France. Maintenant, bien évidemment, et malheureusement aussi, ce qui s'est passé en Italie forcément alerte les structures sanitaires françaises. Et pour répondre à la question, à la question que donc on a posée aux auditeurs, clairement, je pense que ça ne servirait strictement à rien de fermer les frontières. Par contre, ce qui serait beaucoup plus utile, ça serait d'être vigilant concernant les zones aéroportuaires et portuaires, c'est-à-dire les zones qui reçoivent donc des étrangers ou des gens de l'extérieur, de pays extérieurs. Voilà. Donc je pense que ça sert strictement à rien de paniquer. Pourquoi ? Parce que la France est clairement prête en fait à faire face à cette épidémie. Il y a quand même une publication qui a été faite la semaine dernière à l'égard des médecins de ville, des établissements de santé, des établissements médico-sociaux. C'est un dispositif qu'on appelle le dispositif Orsan-REB, qui est donc un dispositif qui est déclenché dans certains cas. Et là, pour le coup, le fait qu'il y ait une épidémie est un cas qui expliquerait le fait qu'on le déclenche. Vos appels au 01 40 33 9000, faut-il oui ou non fermer les frontières pour éviter la propagation de ce virus, coronavirus ? Est-ce que ça vous inquiète au demeurant ? Alors j'ai vu des trucs hallucinants quand même, Philippe. 60% de la population mondiale pourrait être touchée. C'est hallucinant. Ouais. On a dit. Ouais, bah oui. Donc alors ? Bah écoute. Mais encore une fois, c'est sarcastique ou pas ? Non, sois sérieux un peu. Non, mais c'est pas ça. Ce mec aspire à être maire quand même. D'accord, oui, ok, d'accord. Mais on a vu pire que moi. Je vous rappellerai que Donald Trump est quand même président des États-Unis. Oui. Salvini est quand même. Il est où Salvini d'ailleurs ? On le voit plus. Coronavirus. Coronavirus. Il est pas très loin. Il est pas très loin. Non, alors parce que Orly est quand même une ville aéroportuaire. Donc, oui, c'est clair. Ouais, quand même. Donc je m'inquiète un petit peu. Non, je voudrais. Sans vouloir faire la personne qui prend tout à la légèreté, oui, le coronavirus est une problématique. J'ai parlé tout à l'heure, j'étais en service, j'étais à la Pitié-Salpêtrière pour être complètement honnête avec vous, parce que je suis suivi tous les 6 mois à cause de mes coliques néphrétiques, et donc j'ai eu la chance de rencontrer quelques professeurs en aparté autour d'un bon café. Et donc j'ai discuté avec quelques professeurs, et ils ont juste éclaté de rire en disant d'accord, oui. C'est un truc qui tue.
Oui, mais savez-vous combien il y a de personnes qui sont atteintes de la grippe par an? On a dépassé le nombre de morts par rapport à la grippe. Non, en France? Non, dans le monde. Attends, j'arrive. Ouais. Non, on parlait de la France, on s'est calmé. Ouais. Et dans le monde, non, parce que je vais te donner les chiffres. Ils m'ont dit entre 2 et 6 millions de personnes par an ont la grippe. D'accord? Ouais. Savez-vous combien il y a de morts par an en France de la grippe? De la grippe, hein? 3 000. Non, mais Encore un petit peu plus quand même. 5 000. 10 000. 10 000. Ah ouais. 10 000. Ouais, voilà. ouais. Et dans le monde, il y a entre 290 000 et 650 000 morts par an de la grippe. Donc, pour l'instant, s'il vous plaît, pas de panique. non, mais c'est un très très bon rappel. Le truc, il dit effectivement, si vous êtes une personne fragile, Ouais. tu vois, que t'as une maladie chronique, que Ouais. t'es une personne âgée, etc. Effectivement, c'est sûr qu'il vaut éviter d'attraper le coronavirus parce qu'il y a de fortes chances que tu y passes. Mais si t'es quelqu'un en bonne santé, etc., tu vas avoir mal à la tête. Ça va être violent comme une grippe, un petit peu une grippe bien plus corsée, mais il n'y a pas de. On en raison fait trop alors, Philippe, si j'ai bien compris. Bah, on en fait trop par rapport au coronavirus. Je voudrais juste vous rappeler de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, les vaccins. qui travaillait dans un laboratoire de pharmaceutique juste avant et qui a eu le H1N5N1 22, etc. 1 milliard d'euros, ça nous a coûté cette petite blague. Alors, bien sûr, précaution de sécurité, principe de précaution, évidemment, qu'on mette des gens en quarantaine le temps de soit. Mais là, si on écoute Marine Le Pen, et d'ailleurs, je pense que Macron risque même de remporter les élections dans ces cas-là. Impossible. Impossible sur un coup de nerf s'il voit vu les scores qu'il va faire et il est capable il y a un coronavirus. Hein. Non, mais surtout, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que la France, elle est vraiment préparée. Enfin, je veux dire, il y a 108 établissements qui sont préparés. Donc, le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait un établissement par département. Enfin, je veux dire, il y a aucun problème. Enfin, je veux dire, faut pas paniquer. Elle a eu raison tout à l'heure, Audrey, de rappeler. Ça lui arrive d'avoir raison. Mais souvent, toujours, même d'ailleurs. Ouais. Toujours. Oh, merci. Oui, mais j'ai besoin de ma rédactrice. Moi, Faut je sais pas m'embrouiller avec elle. Non, elle a raison de dire par rapport à l'état sanitaire de la France et de l'Italie, ça n'a rien à voir. Sérieusement, je veux pas être méchant. Si c'est pas raciste, ça. Non, mais c'est moi, je t'invite à faire un tour en Italie, tu vas voir, hein, tu vas vraiment être surpris. Ouais. La France, alors la France est beaucoup plus sale que la Suisse, mais en tout cas l'Italie est beaucoup plus sale que la France. Donc par déduction, l'Italie est beaucoup plus sale que. C'est déplorable, rien à voir. Et puis le système français fait que on laisse personne sur le bas côté et que nous les gens sont globalement vaccinés. Que tu sais que par exemple pour le H1N1, H1N1, le vaccin qui a été mis en place en réalité c'est le vaccin de la grippe. Hein. Ouais. C'est rien d'autre parce que entre le temps que tu repères la souche initiale du coronavirus qui mute entre temps, plus elle se déplace, plus elle mute, d'accord? Exact. Donc ton vaccin risque rapidement d'être un petit peu obsolète. Eh ben il faut vite comprendre que la référence de base c'est celui de la grippe. Oui, mais la différence de la grippe, c'est ce que nous expliquaient les spécialistes sur les antennes de grands médias. Qui, Jean Messia? Non. Et c'est que le coronavirus se propage beaucoup plus vite que la grippe. Alors, justement, Christophe, il faut quand même être bien conscient qu'on est passé de 400 tests par jour à des milliers par jour. Et à la base, ils avaient 2h30 pour avoir un diagnostic, et on est passé à 40 minutes. Donc, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Voilà. Bon, on en fait trop, d'après Audrey et Philippe. Non, Samia. on a raison de s'inquiéter. Samia, oui, Samia, bonjour. Samia est partie. Ça y est, elle a attrapé le virus, Samia. Reviens. Bon, 01 40 33 9000. Non mais on plaisante, on a le droit un peu quand même. 01 40 33 9000. Est-ce que on ferme les frontières ou pas? Audrey Pronosti ici présente. Philippe ici présente, non pas vraiment, mais présente en tout cas. Philippe Boryaki nous dit ça sert à rien. Philippe, tu nous as pas dit d'ailleurs, ça sert à rien de fermer la frontière. Non, j'ai pas dit que ça servait à rien. Non mais je pose la question moi. Est-ce qu'il faut les fermer? Franchement, moi je suis dubitatif là-dessus. Si on ferme les frontières, de l'autre côté, on va aussi nous fermer les frontières à nous. Ce qui est normal. Parce que si on envoie des gens chez nous, en Italie ou en Chine, c'est sûr qu'on peut dire la même chose, même si les foyers sont là-bas. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une parent d'élève qui est déléguée aussi dans un lycée, collège-lycée de notre district, et le directeur a dit ceci. Madame, monsieur, compte tenu du caractère très évolutif de l'épidémie de Covid,
Covid-19. Les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé ont été mises à jour. Je vous prie de bien vouloir vous signaler rapidement auprès de la direction si vous avez séjourné dans une zone à risque et plus largement si vous avez voyagé à l'étranger. Le ministère de la Santé émet des recommandations pour les personnes revenant de Chine, Chine continentale, Hong Kong, Macao, de Singapour, de Corée du Sud ou des régions de Lombardie et de Vénitie en Italie. Cordialement, le directeur. Merci, monsieur le directeur. Karim est avec nous. Salut, Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Bonsoir Karim. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur de ce coronavirus? Est-ce qu'il faut fermer les frontières? Est-ce qu'il faut se barricader? Elle est humaine, hein. Moi, j'empêchais de le choper, mais bon, que tu veux, je vais pas m'arrêter de vivre. Moi, j'ai pris le métro pour rentrer chez moi. Je vais pas me cloîtrer non plus. Mais bien sûr qu'il faut en avoir peur et qu'il faut prendre les précautions. Il faut écouter ce qu'on nous dit, ce qu'il faudra faire. S'il faut mettre un masque et qu'il y en a, on le mettra. Il y en a plus. Mais moi, j'appelais pour dire. Non, ça c'est pas vrai. Il y a des millions de masques qui justement sont en commande. Alors ça. Je sais pas. Moi, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. Moi, je travaille dans une grande administration. Si on me dit, monsieur, il faut porter un masque, le porter, que tu veux que j'y fasse? Non, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Audrey 2 fois. C'est qu'est-ce qu'elle a dit? Très important. Oui. Elle a dit 2 fois, la France est préparée. Et c'est vrai ce qu'elle dit. C'est pour ça, c'est malheureux, mais cette histoire de virus, j'espère que ça va faire prendre conscience à tous les gens qu'on a la chance dans ce pays d'avoir encore un service public sanitaire et qu'il faut à tout prix le défendre. Je vais vous dire, dans les pays européens, la santé est privatisée, ça va être une catastrophe. Et c'est pour ça, moi, vraiment, Christophe, si tu me l'autorises 2 minutes, je vais vous raconter une anecdote juste pour illustrer mon propos. Moi, j'ai un ami qui travaille à Avicenne, et je vous raconte ça, c'était il y a une dizaine d'années. Où pardon? À Avicenne, à Bobigny. Bobigny, c'est un hôpital à Bobigny, ouais. Il est infirmier là-bas, et bon, il y avait grève, et il distribuait les tracts. Il y a une bonne dame, elle passe, elle prend le tract, et elle le balance en disant toujours la grève. Il l'a rattrapé, il a juste parlé avec elle, il lui a dit, vous savez, madame, l'hôpital, on y est tous un jour dans notre vie, directement ou indirectement concernés. Si c'est pas vous, ça sera peut-être vos enfants. Si c'est pas vos enfants, ça sera votre mari. Sinon, votre père, votre mère, votre cousin, votre nièce. Et le jour où un de vous, ou un de votre famille, ou un de vos proches rentre à l'hôpital, vous serez la première à exiger à ce qu'il soit bien accueilli et bien soigné. Elle lui a dit oui, monsieur. Elle s'est baissée, elle a ramassé le tract. C'est pour ça, moi, je dis, on blague pas avec l'hôpital. Il faut vraiment soutenir l'hôpital. Il a raison, Karim. Soutenir les gens qui sont en grève. C'est très, très important. Ouais. Et le coronavirus va tester, justement, ce que c'est qu'un hôpital public qu'il faut absolument sauver. Et merci, Audrey, de l'avoir rappelé 2 fois. C'est très important. Merci, Karim. Voilà, merci d'avoir rappelé aussi. C'est vrai qu'on prend conscience des choses quand on voyage un petit peu, hein, quand on va un petit peu à l'étranger. On prend conscience parce que nous on a cette spécificité en France, c'est toujours de râler, d'être jamais content, de jamais être satisfait de ce qu'il y a à notre disposition. Mais il faut quand même rappeler, même s'il y a des défaillances, hein, attention, il y a des hôpitaux, c'est un peu la catastrophe, par manque de personnel, etc. Mais voilà. Sputnik France. Sputnik vient d'envoyer une information, enfin il y a 5 heures, plus de 1000 touristes bloqués dans un hôtel sur l'île de Tenerife à cause de sa mise en quarantaine. Oui, à Tenerife, absolument. Ouais. L'Italien infecté par le coronavirus a été placé en isolement. Ouais, c'est ça. Christophe, si je puis me permettre pour rebondir sur le chiffre que tu as énoncé tout à l'heure, moi, je vais juste répondre que ça dépend en fait tout simplement du pays. Voilà, un pays comme la France, bon, je pense que on est protégé. Voilà, un pays qui n'est pas structuré d'un point de vue sanitaire. Ah oui, effectivement, il va être beaucoup plus exposé à ce coronavirus. Et voilà, c'est tout. Je pense que l'Iran, l'éruption du coronavirus cause de décès de 12 patients. Ouais, bon. Ouais, apparemment, ils ont un peu triché avec les chiffres en Iran, là. Hein. Oui. Ouais. Il y en a au Koweït, il y en a partout, hein. Partout dans le monde. En France, il y a eu un décès, en France. Oui, il y a eu un décès. Une personne âgée de 80 ans. C'est ça. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si effectivement, vous avez une pathologie chronique qui est dangereuse, mais il faut même pas attraper un rhume ou une angine. Et c'est vrai que le coronavirus est un petit peu foudroyant. Ouais. La propagation, quand on a tout à l'heure parlé de la rapidité de la propagation, je voudrais juste rappeler, et d'ailleurs j'en ai fait référence tout à l'heure en parlant de Mardi Gras, c'est la saison des carnavals. Oui. Et lorsqu'il y a des carnavals, forcément tu as des contacts avec les gens à l'extérieur, et plus la foule est dense, plus la propagation d'un virus ou d'un oui, parce qu'on le rappelle, externe, ça se diffuse par les postillons, les éternuements. C'est ça. Et voilà. Donc il faut
en tout cas, pour ceux qui seraient inquiets, vous avez le droit d'être inquiets. Bon, faut porter un masque. Dès que vous avez éternué, ou vous mouchez, c'est sur des choses jetables, et faut vous laver régulièrement les mains, parce que la partie la plus sale du corps humain, c'est les mains. À chaque fois que vous posez la main quelque part, voilà, là, je viens de toper 1 million de microbes. Ouais. Mais tous les microbes ne sont pas malsains. Pour ceux qui veulent avoir une place dans le métro, vous toussez un petit peu, c'est bon, hein, vous l'avez. Ouais, voilà, vous avez fait du métro à coup de ça. Attention, parce que, attends, faut faire attention. Moi, je crois en l'évolution, évidemment, et je vous rappellerai que nous sommes des mammifères et que nous avons un instinct primitif qui peut vite revenir à la surface. Ouais. Rappelle-toi quand il y a eu l'ouragan Katrina, les gens sont devenus des sauvages, c'était sans pitié, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ah bah ça, oui. Et sur un coup comme ça, ils peuvent lyncher des gens. Et il y a des endroits, ils ont. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Ils ont brûlé des endroits où il y avait des gens qui étaient atteints du coronavirus, quoi. Oui, c'est pas drôle en fait. Mais Abdel, bonjour Abdel. Bonjour à vous. Salut mon Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour. Moi je suis pour fermer les frontières parce que quand on est devant un phénomène qu'on ne comprend pas et qu'on contrôle pas, vaut mieux prendre les précautions les plus sévères. Vaut mieux prévoir, tu vois. Parce que en fait, moi, où je suis un peu perdu, c'est que depuis que cette maladie a commencé, je suis pas seul à le dire maintenant. Tout le monde dit n'importe quoi. Tout le monde ramène sa sauce. Tout le monde ramène. Il y a des gens qui me disent qu'il est pas dangereux. Il y a des gens qui me disent que pour attention, il est extrêmement dangereux. En vérité, vous posez la question à un médecin, il va vous dire qu'ils en savent rien, car c'est quelque chose de nouveau. Et surtout que on n'arrive même pas à nous dire depuis que ce virus a commencé, est-ce qu'une fois qu'on l'a attrapé et qu'on est guéri, est-ce qu'on est immunisé comme la grippe? Parce qu'on sait que quand on a attrapé la grippe et on est soigné, on peut plus rattraper la grippe. On nous dit pas aussi est-ce qu'on peut attraper la grippe. Abdel, qu'est-ce que c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut pas attraper la grippe puisqu'il y a le vaccin et le vaccin existe. Non, mais si t'es pas immunisé, le fait d'avoir eu la grippe, ça t'immunise pas. Hein. Non, ça immunise pas. C'est le vaccin qui protège. Je voudrais apporter une précision. Tu sais, quand on te vaccine, qu'est-ce qu'on te refile en vérité? On te refile la grippe. C'est le virus. On te refile le virus. Mais je te promets, si, on te refile le virus beaucoup moins virulent puisqu'il est à petite dose et que ton corps, en fin de compte, fabrique naturellement des anticorps pour pouvoir te protéger. Est-ce qu'on peut attraper la grippe et ce virus en même temps? J'ai envie de te dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si t'as une pathologie ou une pathologie chronique, il vaut mieux ne rien attraper du tout parce que une simple angine ou un rhume peut t'aider à passer à trépas. L'Ebola est beaucoup plus dangereux que le coronavirus, par exemple. Mais justement, comme je disais tout à l'heure, encore une chose, là, faut pas m'en vouloir. Qu'est-ce qu'il y a, Abdel? On reproche aux gens de ne pas vouloir aller dans des cafés ou quitter. Alors moi, je vous dis la vérité, je vous dis franchement, et c'est pas du racisme. Je connais un café où j'allais dans un café où c'était une famille chinoise qui venait, j'y vais plus. Mais faut pas m'en vouloir parce que ces gens, les Chinois sont plus susceptibles de recevoir de la famille chinoise que n'importe qui d'autre. Donc c'est pas méchant. Oui, mais c'est comme un Algérien. Il est plus susceptible de recevoir de la famille algérienne que d'autres personnes. Non, regarde Marine Le Pen, elle est algérienne, elle reçoit pas la famille algérienne. Non, je rigole, je déconne. Non, mais en Algérie, il y a beaucoup de Chinois. Parce qu'on me reproche, on me dit que c'est du racisme. Non, mais j'entends. Oui, si, quelque part, c'est du racisme. C'est du racisme d'inquiétude. Abdel. Ouais. Ça c'est un nouveau mot. Oui, notez. Merci. Le racisme d'inquiétude, messieurs là. Mais c'est un phénomène classique, le racisme d'inquiétude. Oui. Mais j'ai envie de te dire, Abdel, je fais une rétrospective sur les années 80, les années SIDA. Oui. Le SIDA ne s'attrapait que chez les homosexuels. Tu te rappelles? À l'époque, il y a des gens qui approchaient plus les homosexuels. C'est ça. C'est ça. On se rappelle des conneries qu'on a entendues. Et donc, c'est pour ça comme tu le sais, il n'y a pas que les homosexuels qui ont le sida. Il y a aussi bien plus d'hétérosexuels que d'homosexuels. Mais ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte, rappelle-toi au début, quelqu'un qui avait qui était séropositif était complètement mis à l'écart, etc. Et là, effectivement, le virus part de Chine et il s'est amplifié en Chine, mais ce virus existe dans des contrées de la steppe de Mongolie ou en Russie. Une dernière question. Rapide là, vas-y. Une dernière question, Christophe. On ne sait pas comment il est arrivé en Italie. Vous pensez pas que les terroristes pourraient être intéressés par ce virus c'est pas faux. Tu sais que j'y ai pensé, mais j'ai pas osé. C'est une théorie. Mais ça, ce serait une attaque biochimique, et ça, c'est encore autre chose. Bactériologique. Bactériologique, pardon. Oui, mais dans tous les cas de figure, Abdel, c'est ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure, et ça, faut vraiment pas. Ça, je vais le tweeter tout à l'heure, ça.
La nouvelle arme des terroristes, coronavirus. Certes, vous êtes inquiet et c'est tout à fait compréhensif, mais ne vraiment pas perdre de vue qu'on est dans un pays où il y a un dispositif qui fait que, d'une part, la France est prête à faire en sorte que les gens qui sont potentiellement atteints soient très très vite détectés et très vite mis à l'isolement. L'ancienne assistante d'Agnès Buzyn, que vous entendez être Audrey Pronesti à l'instant. C'est vrai? Je sais pas, visiblement. Ouais. Non, mais attends, Christophe. D'ailleurs, vous pensez pas qu'elle a été, j'allais dire éjectée, Agnès Buzyn de son poste parce qu'elle sent la crise arriver et qu'elle n'a pas envie d'en subir les conséquences. Ça me rappelle Gérard Collomb qui avait quitté qui avait quitté la place Beauvau avant le bordel des Gilets jaunes. Il avait eu le nez fin. Benalla. Oui, Benalla et tout ça. Voilà. Est-ce que Agnès Buzyn n'a pas refilé la patate chaude à notre nouveau ministre en disant bon, allez, débrouille-toi avec ça maintenant, bon courage. J'ai plus eu l'impression que c'était notre cher président qui lui a dit hop, tu vas là-bas. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon bah voilà. Donc à partir de là, je sais pas. Non, mais cette histoire d'attaque terroriste. Là, il faut qu'on termine, les gars. Là. C'est pas. Ça peut être une théorie comme une autre, mais c'est une théorie. En ce moment de vent de panique, là. Bande de complotistes, va. Merci, mon Abdel. Merci Christophe. À bientôt, salut. N'oublie pas, il y a des morts de la grippe en France, on l'a dit, et les Ouïghours. On nous parle des Ouïghours. Qu'est-ce qui dit ça? Des copains et des copines. Les copains et les copines, restez en dehors quand on est en direct. N'embêtez pas notre Philippe, il est déjà assez embêté comme ça. Ouais. Bon, Audrey, on te retrouve tout à l'heure pour le quiz. Tu vas te préparer pour mettre une raclée à Philippe. Je me prépare pas parce qu'après on va me suspecter de tricherie, donc je ne me prépare pas. Je vais. Non, mais tu peux. Moi, je n'ai pas le temps de suivre l'actualité. Je te jure, je me couche à 2h30 tous les jours. Ça y est, je commence à jouer sa peureuse. Pour emmener mes enfants à l'école le matin comme un bon père de famille. On va sortir les mouchoirs, les amis, tout va bien. Merci d'être avec nous. À tout à l'heure, Audrey. Dans un instant, un petit tour du côté du zapping et Chérine El Messiri pour aller du côté de l'Institut du monde arabe. On va parler des femmes, mais des femmes engagées, des femmes qu'on la niaque, puisqu'il va se passer des choses du 28 février au 8 mars. Arabopholies à l'Institut du monde arabe, on en reparle avec elle dans un instant et on fera un petit tour du côté de Bondy avec Sergio Coronado qui sera notre invité. Ça va pas être facile à porter ce nom en ce moment. Corona. Bon. Voilà. C'est l'heure des grosses têtes, les gars. J'essaye de faire ce que je peux, voilà. On élève le niveau à mort. Candidat Bondy qui sera avec nous tout à l'heure. Reste avec nous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Philippe Boyaki et Audrey Pronostic qui a pris un petit congé, qui reviendra tout à l'heure pour le quiz tout à l'heure en fin d'émission. Il y a quand même eu 2 informations importantes aujourd'hui, du moins une, c'est la disparition, la mort de Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien. Ça fait le 2e président déchu qui meurt après Zine Abdine Ben Ali pour les Tunisie. Eh bien, c'est Hosni Moubarak qui est décédé. Donc voilà. Et puis une information qui a complètement rien à voir. Météo France nous prévient d'un risque de potentielle neige demain matin sur une grande partie du territoire français. Bah oui, on en a quand même pas oublié que l'hiver n'est pas tout à fait terminé, bien qu'il y ait des températures qui nous rappellent plus un mois d'avril et un mois de mai, mais non, nous sommes bel et bien toujours en hiver. Et pour tenter de se réchauffer d'ailleurs, rien de mieux que peut-être d'aller faire un petit tour du côté d'un festival qui va s'ouvrir le 28 février à l'Institut du monde arabe. Et pour en parler avec nous, Chérine El Messiri. Bonjour Chérine. Bonjour Christophe. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. On va parler d'Arabopholies, qui maintenant n'est pas à sa première, c'est la combien? Tième? C'est là déjà la 4e édition. 4e édition. Ça se passe dans un endroit mythique qu'on connaît bien, qu'on affectionne particulièrement avec Philippe. Ouais. C'est l'Institut du monde arabe. Ça me rappelle évidemment la victoire algérienne à la Coupe d'Afrique des Nations. On avait passé un bon moment, c'était magnifique. Non, vraiment, vous avez vraiment assuré. Et d'ailleurs, c'était un des rares endroits dans l'Île-de-France où on pouvait assister à cette belle ferveur populaire. Et ce soir-là, les spectateurs et les supporters algériens et rappelle-moi, c'était sénégalais ont montré un bel exemple de fair play et d'amitié et de fraternité. Pas un problème. Il y avait combien? Il y avait 2000-3000 personnes. Oui, largement. C'était vraiment bravo à Diema. C'était vraiment le pari de. D'abord, tu travailles à l'Institut du monde arabe, Chérine? Oui. Ah d'accord, bon tant bien, parce que ça se trouve je dis on est en train de dire tout ça tout à l'heure alors qu'elle travaille absolument pas là-bas. On voulait des places nous en vérité. Donc Chérine, s'il y a une Coupe d'Afrique, tout ça. On vous prévient tous les deux, évidemment, vous êtes en que tous les deux, évidemment. Oui. Alors on va parler de ce festival donc Arabopholies, le festival musical des arts et des idées. C'est ça. C'est un petit peu cela pour illustrer. Alors qu'est-ce qui va se passer, Chérine, pour cette 4e édition? J'ai vu quand même des noms qui me parlent, moi. Par exemple, Camélia Jordana. Ouais.
Oui, beaucoup de choses effectivement pour ce festival. Donc un festival musical des arts et des idées. Ouais. Donc il y a des concerts, le concert de Camilla Jordana comme tu l'évoquais, et puis aussi d'autres artistes peut-être un peu. Raja Méziane. Raja Méziane, pardon. Qui est une super rappeuse algérienne qui est assez. Elle a fait Allo le système. Exactement. On écoutera ça tout à l'heure d'ailleurs. Exactement. Elle s'est fait repérer grâce à ça sur YouTube. C'était assez incroyable. Il y a une vraie ferveur autour de cette chanson, et cette chanson qui a été reprise comme un hymne en fait pendant les manifestations pendant le Hirak. Et Raja Méziane a accepté de venir à Paris. C'est la première fois qu'elle vient chanter à Paris. C'est quoi d'ailleurs? Quelle date? Je me rappelle. C'est le. Pardon, je connais. Regarde nos programmes, Chérine. Mon anti-sèche. Oui, c'est le 8 mars. Justement, on va clore le festival Arabofolie avec elle à 17h30. Ah oui, le jour de la fête de la femme. Exactement. La fête des femmes, non. La journée internationale des droits des femmes. Ouais, non, mais d'accord, ok. La journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars. Donc, alors, il n'y aura pas que de la musique aussi, Chérine. Il n'y aura pas que de la musique. Il y aura aussi des conférences, il y a des tables rondes aussi. C'est ça, des tables rondes. En fait, moi, je m'occupe plus particulièrement à l'Institut du monde arabe des forums. Ah, très bien. Il y a un nouveau format de rencontre et débat qu'on a créé, où on invite les sociétés civiles du monde arabe à venir parler. Et à venir témoigner sur des thématiques de société. Et justement, tu parlais de la journée de la femme du 8 mars. Dans le vendredi 6 mars, on fait un forum autour des féministes du monde arabe. Ah, et il y en a? Et il y en a beaucoup. En fait, il y en a vraiment énormément. À chaque fois quand j'essaie de faire ma programmation, de faire ma veille, je tombe sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de militantes avec des parcours inspirants. Et justement, pour ces féministes-là que je convie le 6 mars, on en invite 9 qui viennent de 9 pays du monde arabe pour essayer d'avoir un petit panorama de un panel bien représentatif. Un beau panel représentatif des engagements féministes qui existent. Et on se rend compte très vite qu'en fait, il n'y a pas de combat féministe propre au monde arabe ou propre à tel ou tel pays. Les questionnements qui regroupent toutes ces femmes, en fait, on peut les retrouver aussi en France. On peut les retrouver en Occident, on peut les retrouver en Asie. Enfin voilà, c'était un petit peu le message qu'on a envie de faire passer avec ces forums, et puis aussi d'inviter ces femmes. Quels seront les thèmes abordés justement lors de ces tables rondes, Chérine? Le féminisme et la révolution, puisqu'on sait que les femmes... Donc ce sont des femmes engagées qui seront pour la plupart invitées, qu'elles soient chanteuses ou activistes ou féministes ou que sais-je encore. En tout cas, elles ont cette particularité d'être engagées toutes. C'est ça, vraiment. À leur manière. À leur manière, que ce soit donc les femmes artistes qui viennent chanter pendant les concerts des Arabofolies, ou les femmes qui viennent justement pour ce forum. Pour parler du féminisme et de la révolution, on a par exemple la journaliste bahreïnie qui s'appelle Nazira Saïd, qui avait couvert en 2011 les manifestations qui avaient lieu à Bahreïn, à Manama, et qui vit maintenant en Europe, qui a fui son pays en 2016. Elle avait été emprisonnée en fait pour avoir couvert les printemps arabes. Donc elle, c'est une femme extrêmement engagée qu'on a. On aura l'Algérienne Sonia Ghasmi, qui est une super artiste, écrivaine, journaliste, chroniqueuse radio, et qui aussi s'était fait bousculer pendant les manifestations du Hirak pour avoir brandi une pancarte « On ne pourra pas libérer le pays tant que la femme ne sera pas libérée ». Donc elle aussi qui a son engagement assez particulier pour la cause féminine. On aura, pour parler des violences faites aux femmes, une entrepreneure mauritanienne qui s'appelle Julie Oumar Diallo, qui a créé une association qui s'appelle RIM Self Défense, où elle donne des cours d'autodéfense gratuits à des femmes dans les banlieues de Nouakchott et à Nouakchott. Super. On aura une docteure, une gynécologue yézidi, donc irakienne yézidi, Naram Naouzat Hassan, qui va auprès des femmes dans les camps de réfugiés yézidis, donc toutes ces femmes qui ont survécu aux horreurs commises par Daesh, qui ont été violées, prises comme esclaves sexuelles. Et Naram Hassan est donc une gynécologue qui travaille auprès de ces femmes, de ces réfugiés, pour essayer de guider, d'avoir une thérapie avec elles. Et voilà, donc c'est tous ces genres d'engagement, de combat, de lutte féministe qui seront représentés pour le forum du 6 mars. Finalement, il n'y a qu'un seul endroit où peut se dérouler ce festival, c'est bel et bien l'Institut du monde arabe. C'est vrai qu'on est quand même la maison un peu la maison mère de l'arabe en France. Exactement, de l'arabe en France, et puis des arabes en général. Ouais. Alors Chérine El Messiri ici présente pour nous parler de ce festival Arabofolie, donc qui va démarrer le 28 février. Il y a tous les jours des soirées, des moments proposés par ce festival. Tous les jours.
Tous les jours. En non-stop. Non-stop. Voilà. On ne s'arrête pas. Comment ça se passe pour ceux qui nous écoutent, pour avoir le programme par exemple? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu du programme, Chérine? Bien sûr, pour avoir le programme, il faut aller sur notre site internet www.imarabe.org. Ouais. Mais on a aussi donc des concerts et des soirées musicales. Donc on commence vendredi 28 février. On commence assez fort puisqu'on a la soirée Arabic Sound System. Ah ouais. Donc de 22h jusqu'à 5h du matin avec sur le rooftop ou quoi? Exactement. Le dernier étage avec la superbe vue sur Notre-Dame, sur la Tour Eiffel. Donc on paraît que c'est l'endroit préféré de Jack Lang. Je pense que c'est l'endroit préféré de tous les visiteurs de Lima. Hein, il y a un restaurant qu'il aime beaucoup, c'est Noura, paraît-il. Voilà. Noura n'est plus là. Ah, Noura n'est plus là, d'accord. Bon, très bien. Non, mais il a été remplacé par Nora. Nora, voilà. Oui, vas-y, je t'en prie, Chérine. Oui, non, donc on a Arabic Sound System où vraiment on va se transformer en boîte de nuit pour une soirée. Mais vraiment, c'est vraiment ça. On va faire la teuf, les DJ qui viennent, exactement. Ouais. Exactement. Avec des DJ et tout. Oui. Ouais, oui. Super. L'entrée est payante? L'entrée est payante. L'entrée est à 15 euros. 15 euros. Ouais. Ah ouais, d'accord. 15 euros pourquoi? Pour tout le festival? Non, pour la soirée de vendredi soir. Par soirée après pour les autres concerts, pour le forum en l'occurrence c'est gratuit, mais pour les concerts on a des tarifs qui vont de 12 à 20 euros. Donc ça reste quand même assez abordable pour voir des artistes de qualité. Exactement. Donc ça c'est pour la partie Jones. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pour la partie Jones et puis pour les moins Jones aussi, pour les amateurs de musique électro en tout cas. Ensuite on a d'autres concerts. Donc tu évoquais Camélia Jordana qu'on reçoit donc le samedi 29 février. C'est samedi prochain, les amis. Oui. Samedi prochain. Déjà prendre ses places parce que c'est bientôt complet. Ah bah oui, j'imagine. Camélia Jordana. C'est une femme engagée à quel titre? Camélia Jordana. C'est une femme engagée, notamment vis-à-vis de ses origines. En fait, ces derniers temps, on voit qu'elle a un rapprochement de plus en plus fort et qui se marque puisque son nouvel album, l'album qu'elle va présenter en concert, elle le fait en partie, ses chansons, elle les chante en partie en arabe. Ah ouais. Et c'est ça qu'on a trouvé assez intéressant. Bon, il va falloir l'inviter un de ces quatre alors. Très bien. Donc Camélia Jordana, il y a beaucoup de concerts, donc le programme il est consultable en ligne, n'hésitez pas. Et puis moi mon gros coup de cœur c'est Raja Méziane, c'est le 8 mars, c'est pour clôturer un petit peu cette journée. Il va se passer, ça va être quoi? On va lancer les fusées, on va tirer le feu d'artifice pour clôturer le festival Arabofolie. On aimerait bien, pourquoi pas. Ouais. Non mais quand je dis ça, c'est on jette, on y va, on balance tout quoi. On y va. La Rebelle, il y a plein de titres qui sont sortis, voilà, que vous allez pouvoir découvrir cet artiste. On est en plein cœur du festival qui va ouvrir ses portes. Arabofolie, c'est du 28 février au 8 mars. Ça se passe à l'Institut du Monde Arabe. Le programme est consultable en ligne sur le site de l'Institut du Monde Arabe que va nous rappeler Chérine El-Missiri ici présente. C'est le www.imarabe.org. S'il y avait peut-être un mot à retenir à l'issue de ce festival, quel serait-il, Chérine? Engagement. Engagement au pluriel, c'est le thème en fait de ce festival, c'est le thème de toute la programmation puisque tous les artistes, musiciens qui sont programmés, les militants qui viennent, mais aussi les intervenants qu'on fait venir dans le cadre de rencontres littéraires, donc des écrivains, dans le cadre des Jeudis de Lima qui sont les rencontres et débats un peu mythiques de l'Institut du Monde Arabe, tous ont pour point commun cet engagement qu'ils ont pour des causes diverses, ou en tout cas pour faire avancer les sociétés. Quel est le but en fait, à part de mettre des femmes engagées à l'honneur, c'est aussi qu'elles puissent faire partager leur expérience, faire passer des messages. C'est ça, c'est de parler, c'est d'échanger avec le public français, le public parisien. Essayer aussi de casser les stéréotypes et les clichés qu'on peut avoir sur le monde arabe et qui existent toujours aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit dans une société extrêmement mélangée, ouverte, qu'il soit facile d'avoir accès à l'information via Internet, les réseaux sociaux, etc. Il y a quand même beaucoup de préjugés qui restent et l'idée c'est de montrer toutes ces personnes inspirantes qui viennent, qui ont des combats dans leur pays et qui peuvent nous inspirer, nous en France, nous en Occident, et qu'on puisse... Et beaucoup de pays seront représentés tout au long de ce festival. Vous avez vraiment tenu à essayer d'être hyper diversifié pour le coup. Exactement. Bon, on a l'Algérie qui est un petit peu majoritaire dans la programmation musicale. C'est normal, les DZ en force. Évidemment. Obligatoire. Obligatoire. Et puis on fête les 1 an du Hirak, donc c'est aussi bon, je vais vous laisser.
Ah bon, c'est l'anniversaire et tout. Il y a une fête pour ça. Oui, donc effectivement, oui, il y a quand même un contexte. On a quand même beaucoup d'Algériens, mais de représentés, mais on a aussi des Soudanais, des Mauritaniens, des Libanais, avec un jeudi de Lima le 5 mars sur Samir Kassir, qui était ce journaliste qui a été tué lors d'un attentat à Beyrouth. On a des figures palestiniennes, on a des figures mauritaniennes, émiriennes, saoudiennes aussi. Donc voilà, toutes ces personnes-là. Je peux vous poser une question qui n'a rien à voir avec les arabofolies. À Lima, vous recevez des menaces régulièrement sur vos actions? C'est-à-dire de la part de groupes un petit peu tendus, identitaires, qui n'aiment pas trop tout ce qui est arabe, maghrébin, musulman. Ça dépend des événements. En général, c'est surtout, comme partout en fait sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont un peu virulentes et qui peuvent faire des menaces, mais ça s'est pas traduit heureusement en violence physique. Vous gardez le cap coûte que coûte. Ah oui, c'est pas la violence qui va les menaces qui vont nous empêcher de. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet établissement, Chérine El Messiri, en dehors des événements que vous organisez? Beaucoup de choses. Ah bon? Mais oui. Parce que c'est grand, on a l'impression que c'est beaucoup trop grand pour vous. Beaucoup trop grand pour nous. Bah oui, mais rien n'est jamais trop grand pour parler du monde arabe en France. Non mais d'accord. Mais on a les expositions qui sont assez, nos expositions temporaires qui sont assez connues du grand public, mais on a aussi un musée avec une collection permanente, avec des pièces archéologiques et contemporaines qui retracent l'histoire du monde arabe depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est un plaisir. Non mais c'est un bel endroit, c'est un vrai plaisir d'y aller, vraiment. Et les salles de l'auditorium et tout, avec ces fauteuils qui sont incroyables, cette ambiance, cette fête. En plus, il y a souvent des expos où ils font découvrir des nouveaux talents. C'est un endroit, un bouillonnement et un foisonnement de culture arabo-musulmane maghrébine, mais aussi avec des enfants binationaux que vous mettez à l'honneur. Franchement, moi, je vais être honnête avec vous. Moi, au début, quand le président Jack Lang a été nommé, j'étais ultra sceptique en disant mais attends, ça va quoi. Et en fin de compte, c'est un vrai amoureux de l'art, de la culture et un vrai amoureux du continent africain et du Moyen-Orient. C'est incroyable. Moi, j'ai vraiment été surpris et j'ai toujours plaisir lorsque je le vois à le saluer. Et on l'a bien vu pendant la Coupe de la CAN. Il était là au milieu des gens. Et c'était important pour lui d'être avec les gens. Et bravo à toute l'équipe de l'IMA. Non, merci beaucoup. C'est vrai qu'en fait, j'ai des collègues formidables. On est tous convaincus du message de l'Institut. On se bat pour justement faire perdurer l'institution et faire connaître et faire comprendre et faire aimer les cultures du monde arabe ou des mondes arabes et voilà, donc à travers des cours d'arabe, à travers une bibliothèque extrêmement étoffée, à travers des ateliers, des visites faits pour les plus petits, pour les scolaires, c'est super important, à travers les expositions, toute la programmation culturelle. Il se passe toujours quelque chose à l'Institut du monde arabe. Il se passe toujours quelque chose à l'Institut du monde arabe. C'est sur le site évidemment qu'on peut voir le programme complet de la Arabofolie qui démarre donc le 28 février jusqu'au 8 mars à l'Institut du monde arabe. J'ai cru voir ou apercevoir qu'il y avait des soirées délocalisées, non? Il y a des soirées délocalisées, effectivement. Il y en a 2 dans le cadre des Arabofolies. Il y a le lundi 2 mars, Arabofolie sera à la Cité internationale des arts, qui est juste de l'autre côté de la Seine par rapport à Lima, donc au niveau de Pont-Marie. Pourquoi est-ce qu'on l'a délocalisé là-bas? Parce que la Cité, ce sont nos amis. On fait beaucoup de choses. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux, qu'on travaille de pair avec eux. Ils ont un message qui est assez chouette. Eux aussi, ils organisent des résidences d'artistes qui peuvent aller jusqu'à 3 mois pour des artistes du monde entier. Et peu importe les disciplines, ça peut être des arts plastiques, la musique, la photographie. Enfin, voilà, ils organisent un petit peu tout ça et ils accueillent une superbe artiste qui s'appelle Neissatou. D'accord. Qui est tunisienne, si je ne me trompe pas, et qui est en résidence tu te trompes pas. Là-bas. Super. Et qui est en résidence à la Cité des Arts, et on s'était dit que ce serait la bonne occasion. Donc ça, c'est le 2 mars. Ça, c'est le 2 mars, Et il y a une autre soirée délocalisée, hein. Il y a une autre soirée délocalisée. Non, alors cette fois-ci, c'est dans le cadre du festival des banlieues bleues. Banlieue bleue parce qu'il y a beaucoup de schtroumpfs. Presque. Dans le banlieue bleu qui est. Il y a des Touaregs qui arrivent à arrêter les hommes bleus. Non, banlieue bleue qui est le fameux festival qui se passe. Mais comment ça se fait que honnêtement, que les médias dits nationaux ou internationaux s'intéressent pas plus à Lima?
Ah si, ça m'intéresse beaucoup. Rien qu'encore ce soir, il y a un débat sur CNews entre Éric Zemmour et Jack Lang sur la langue arabe. Ah non. Oui. Oh là là. Mais non. Jack, fallait pas y aller. Non, fallait pas y aller. Pas donner du crédit. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il va le massacrer. Qui? Jack va massacrer Éric Zemmour. Moi, je mets un billet sur Jack. Je peux te le dire. Sérieusement. S'il y a bien un homme avec lequel je voudrais pas débattre, c'est bien Jack Lang, parce que c'est une pointure, c'est vraiment une pointure. Je le dis sincèrement. Ça fera du bien. Ouais. Alors il y a un auditeur qui souhaite poser une question. Alors on va prendre la question. On est en sans filtre dans cette radio. Allô, bonjour. Oui. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ton prénom. Bonjour à tes invités. Ton prénom. Kamel. C'est quoi ta question, Kamel? Alors j'aimerais poser une question à votre invité. Dans le souci par rapport à la direction, à savoir si dans son équipe, dans ses collaborateurs et ses collègues, il n'y aurait pas une personne aussi qualifiée pour prendre la direction. Ouais, ça t'embête que ça soit Jack Lang qui dirige, toi, c'est ça, Kamel? Franco-maghrébin. Ah oui. Alors c'est intéressant ce que nous dit Kamel, ce qui n'enlève rien évidemment au talent de Jack Lang et pour le coup à cette âme qu'il a pour diriger l'Institut Monde Arabe. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit beaucoup, comme ce fut le cas d'ailleurs pour la Fondation de l'Islam, etc. C'est pas les premiers concernés. C'est dommage, peut-être, Chérine, c'est peut-être regrettable un petit peu. Alors l'Institut du Monde Arabe, quand il a été pensé, donc c'est-à-dire quand la fondation a été créée, c'est une fondation de droit privé reconnue d'utilité publique qui dépend de la loi française. Ouais. Pardon, je fais un peu de jargon juridique, mais voilà. Il y a 2 personnes qui sont à sa tête. C'est un tandem entre un président qui est français et un directeur général qui est de nationalité arabe. Le président, comme le directeur, voilà. Donc c'est un tandem qui est à la tête de l'institution, et le président ou la présidente, comme le directeur général ou la directrice générale, sont élus par le conseil d'administration de l'institut, qui est un conseil qui regroupe des personnalités aussi bien arabes que françaises. D'ailleurs, c'est des mandats de combien de temps? C'est 3 ans. 3 ans renouvelables. 3 ans renouvelables. Voilà. Et si par exemple on veut devenir, comme c'est le cas pour Jack Lang, président de l'Institut Monde Arabe, il faut le solliciter, il faut le demander, ou on peut être... alors, il me semble qu'on peut le demander, on peut le solliciter. Il me semble que c'est sur proposition du président de la République, la présidente de la République française. D'accord. Voilà, un nom de président ou de présidente de Lima est soumis. Et puis c'est soumis au vote donc du conseil d'administration. On quitte Jack pour se reconcentrer ce pourquoi vous êtes là, ma chère Chérine. C'est Arabofolie. On a 2-3 minutes là pour rappeler les éléments utiles pour le grand public qui nous écoute aujourd'hui. Ça commence le 28 février, les amis, c'est à l'Institut du Monde Arabe, ça se termine le 8 mars avec 2 soirées délocalisées. Le programme est accessible et consultable sur le site de Lima qui est www.imarabe.org. Imarabe.org sur le site, et vous pouvez évidemment suivre les pages, les réseaux sociaux de l'Institut du Monde Arabe, Twitter, Facebook, Instagram et compagnie. Il y a tout le programme aussi pour cette grande opération qui démarre le 28 février. Chérine, en un mot, en conclusion, pour nous donner envie là, mets-nous en appétit, fais-nous saliver, on a envie de venir à Arabofolie, mais il reste cette petite touche là. C'est à toi de jouer, Chérine. Dis-nous pourquoi il faut venir absolument, au moins voir une des soirées. Arabofolie, c'est pour s'amuser, c'est la folie, exactement, comme le nom l'indique. Non, c'est pour s'amuser, pour déguster un petit peu, comme tu parlais de saliver, déguster un petit peu, que ce soit des musiques, des idées, et puis aussi déguster dans le vrai sens du terme, puisque le 29 février, il y a un banquet autour du pois chiche. Donc c'est l'occasion de venir manger et se mettre en appétit. Non, mais c'est une belle occasion de découvrir d'autres facettes des cultures du monde arabe. Autour du pois chiche, Chérine? Beaucoup de choses autour du pois chiche. Non, mais le pois chiche, on le met dans le couscous. Pas que. Les Levantins vont s'insurger. Le pois chiche, c'est dans le hummus. Le pois chiche, c'est un petit peu. C'est avec oui, d'accord. Tomates, que je connais, moi. Il y a le couscous, les tagines, mais pas que. Donc, c'est quoi ce banquet? On va manger que du pois chiche ou que des plats à base de pois chiche? On va manger 3 plats à base de pois chiche qui sont préparés par une chef qui est réfugiée, qui est exilée en France. Et qui prépare, en fait, il y a tout un espèce de conte, en fait, autour de ce pois chiche, et puis les personnes vont inviter à être dégustées. Ça donne envie.
Dernière question, Philippe. Dernière question. Est-ce que dans les pays arabo-musulmans, il y a de la salsa, de la bachata et de la kizomba? Ça, c'est mes potes de la salsa caliente qui voudraient savoir, parce qu'ils organisent un truc ce week-end, ils aimeraient bien recevoir un groupe arabo-musulman salsa ou bachata. Alors je sais que ces cours ont beaucoup de succès auprès des habitants du monde arabe. En tout cas au Liban, la salsa c'est très très. Mais il n'y a pas de groupe ou chanteur. Ça doit se trouver, on va chercher. On va en chercher. Ce serait bien d'organiser un truc comme ça. Merci Chérine El-Messiri en tout cas d'être venue nous parler et présenter ce festival. Et bonne chance, bon festival. Ça démarre le 28 février à l'Institut du Monde Arabe. À très bientôt, Chérine. Merci, à très bientôt. Dans un instant, Zapping et Sergio Coronado. On va du côté de Bondy, les amis, pour les municipales. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous. Le grand forum, méfiez-vous des imitations. Ici, l'authenticité, l'originalité et le vrai. On parle vrai ici sur France Maghreb 2. Vous l'avez remarqué en tout cas, vous qui nous écoutez maintenant, qui nous suivez depuis de nombreuses années. Bouriaki qui est en train de parler à ses fans sur Facebook. Tout va bien. Évidemment. Dernière émission d'ailleurs de notre ami Bouriaki avant les municipales, parce que nos chroniqueurs qui sont candidats, comme c'est le cas pour Philippe Bouriaki, eh bien stopperont cette semaine. Campagne oblige. On a des règles strictes à respecter, mais Philippe Bouriaki passera son entretien au même titre que Sergio Coronado, pas encore arrivé, qui devrait pas tarder, du moins je l'espère, et il aura ses 20 minutes comme tous les candidats qui passent. 20, 22, on peut rajouter un petit 10% quand même. Non, c'est tout le monde pareil, bon, c'est comme ça. 20 minutes, c'est déjà pas mal. On n'a rien à dire en 20 minutes. Bonjour, comment ça va, salam alaikum, c'est fini. Ah bah non, tu pourras présenter ton programme, nous dire ce que tu comptes faire à Orly. Voilà, donc rendez-vous pour se faire le 12 mars. Jeudi 12 mars. Voilà, avec Philippe Bouriaki, il y aura Sabrina Sebaï, il y aura Emmanuel Michael, il y aura Dionor Excellent et Monsieur Nasser Lagili du côté de Gennevilliers. Donc quand même parmi nos chroniqueurs, 5 candidats à cette élection municipale 2020. 5 candidats tête de liste et il y a d'autres candidats qui sont suivants de liste. Oui, Abdestabil Itache qui est chef de file, c'est ça? Ouais, chef de file, mais qui sera sur la liste du maire de Goussainville, je crois. De Goussainville, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc voilà, il y a en tout cas du monde qui vont passer. Demain, on sera à Champigny-sur-Marne, les amis, avec le maire sortant qui se représente. On sera à Bonneuil jeudi. Et puis, on va continuer tranquillement notre petit bonhomme de chemin. C'est à qui, Bonneuil? Bonneuil, ouais. Le maire sortant, là aussi. Ah ouais, tu reçois beaucoup de communistes, toi, chez toi. Ouais, t'as vu? Non, il n'y a pas que des communistes, arrête. Ouais. On a reçu du En Marche, on a reçu des écologistes. Des écolos. Pas beaucoup. Voilà. Bah, toi, t'es heureusement que t'es là. Voilà. Donc tout va bien. Allez, Sergio Coronado dans un instant sur France Maghreb 2. Il est 28, faut qu'il se dépêche parce que moi j'ai un temps à respecter. Il y a un quiz, hein. Oui, il y a un quiz aussi. Sergio, on va pas louper. Restez bien avec nous. On se met une petite chanson. On est de retour très vite en attendant qu'il arrive. Sergio Coronado. France Maghreb 2 pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. France Maghreb 2, eh bien il est pile à l'heure. Ça promet en tout cas d'être bon signe pour lui. Sergio Coronado sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Sergio Coronado, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Donc pour vous présenter un petit peu aux auditrices, auditeurs, vous êtes candidat pour la ville de Bondy dans le 93. Combien d'habitants à Bondy? 55 000. 55 000, belle ville donc. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu quel est votre parcours, Sergio Coronado, avant de parler de votre Sergio Coronado, je suis né au Chili en fait. Ouais. Je suis fils d'une famille de réfugiés politiques qui a trouvé refuge en France en fait, et c'est à Bondy qu'on est devenu français. Dans cette ville qui nous a accueillis à l'époque grâce à l'action d'un maire, Claude Fusier,
qui avait accepté d'ouvrir un foyer de France Terre d'Asile. Et donc, à l'été 82, la famille Coronado est arrivée à Bondy. C'est là où j'ai appris le français. C'est là où j'ai appris à aimer la France. Et c'est là où on a décidé de devenir français, en fait. Et donc, toute ma famille y habite depuis lors. On est à la 3e génération de Coronado, en fait, à Bondy, puisque les enfants de mon frère sont scolarisés également dans les écoles bondinoises. D'accord. Voilà. Alors, vous avez un point commun avec votre collègue Philippe Bouriaki, c'est que vous avez commencé votre carrière politique chez les écolos ? D'abord, je ne commence pas de carrière politique, parce que je ne fais pas de carrière. Je suis militant écologiste depuis toujours, en fait. Ouais. Ça n'a pas changé. Non, ça va changer. Non, ça va changer. D'accord, toujours écolo dans l'âme. Pas que dans l'âme, en fait, dans les convictions, dans la pratique, dans ma manière de vivre. Je suis végétarien, je suis cycliste, j'ai pas de voiture, je conduis pas, voilà, et j'essaye que mon empreinte écologiste soit la moins lourde possible, en fait. Très bien. Alors, vous êtes très dur envers la municipalité actuelle à Bondy, jusqu'alors même de parler de clientélisme. Je suis pas très dur. Quand vous regardez ce qui sort aujourd'hui à vous de nous dire, justement. Sur la Seine-Saint-Denis, non, c'est un constat un peu accablant, mais qui concerne des pratiques qui se sont répandues dans le département. Vous aviez à une époque, en fait, des partis politiques, des organisations qui encadraient la population, dont les pratiques étaient pas toujours reluisantes, mais elles avaient pour objectif d'élever les gens. Et comme le dit Deninx, ou comme le dit une enquête qui est parue récemment sous la plume d'une journaliste de l'AFP, l'effondrement, en fait, des organisations politiques, syndicales, qui n'a pas commencé en 2017 avec le nouveau monde d'Emmanuel Macron, mais c'est une longue dégradation, un long affaiblissement, en fait. Bien près du micro, monsieur. À laisser la place, en fait, à des pratiques, effectivement, où le chantage à l'emploi municipal, au logement social, est devenu souvent la règle, en fait, et notamment à l'approche des municipales. Donc et là où je suis assez d'accord avec vous, c'est sur ce que vous dites sur le béton partout, écologie nulle part, finalement. C'est un petit peu la marque de fabrique de la collectivité actuelle de Bondy, de ce que vous dites en tout cas. Je serais même tenté de dire à une échelle beaucoup plus importante dans toute la Seine-Saint-Denis en particulier. On a en fait des municipalités de droite, des municipalités de gauche, mais au fond, le mode de développement qui est et l'urbanisation d'ailleurs qui est pratiquée par ces municipalités se ressemblent, en fait. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les mairies de droite et de gauche, c'est-à-dire dès qu'une parcelle se libère, on la vend, on construit, on bétonne. Vous le voyez par exemple quand vous vous promenez sur les berges du canal de l'Ourcq, vous passez de Pantin à Noisy, à Bobigny, à Bondy. Bobigny a été un peu une municipalité plus courageuse, mais tout le reste c'est un bétonnage sans discontinuité, en fait, sous couvert de ZAC écolo ou d'écolabel, d'éco-quartier, tout ça c'est du bétonnage. Ça vise à attirer des populations avec un pouvoir d'achat plus important, et en tout cas on ne se pose jamais la question, en fait, du mode d'organisation du territoire, d'un territoire qui soit capable d'être résilient, de faire face à la crise climatique, de produire du lien également. Parce que quand on construit des logements sociaux, quand on construit des grands programmes immobiliers, il faut penser à ce qui fait qu'une communauté est une communauté. C'est-à-dire puisque vous parlez des logements sociaux, des écoles, des choses comme ça. Vous parlez des logements sociaux. Bondy Habitat est présidé par la maire actuelle. Oui. Ah oui. Ah oui, quand même. Quand même, oui. Fallait oser quand même. Ça a souvent été le cas. En fait, les offices municipaux étaient présidés par des élus et notamment par les maires en place. Donc c'est en train de changer parce que selon les modifications législatives, désormais les bailleurs sociaux seront en fait regroupés dans l'agglomération. Mais pour l'heure, en fait, Bondy Habitat est présidé par la candidate socialiste. Chose que vous ne ferez pas si vous êtes maire de Bondy demain. La loi ne le permettra pas, et en plus, moi je pense que il y a une exception. Alors, pour être bien clair sur la loi, c'est moins de 12 000 logements. Si tu veux, c'est une fusion pour pouvoir la rénovation, etc. et la gestion. C'est si plusieurs bailleurs ont moins de 12 000 logements, ils vont devoir fusionner, ou un CA, un chiffre d'affaires de moins de 40 millions d'euros. Mais s'ils sont en SEM ou en coopérative, ils sont dispensés de cette fusion. La question, c'est pas, pour vous dire les choses très clairement, moi j'attaque pas les adversaires de manière nominative ou personnellement. Moi, c'est les pratiques qui me dérangent. Ouais. Que la maire soit présidente, si la loi... Il y a plein de maires qui ont dirigé des offices HLM et qui n'ont pas ce genre de pratiques. Ce que je constate, moi, puisque Bondy Habitat est un bailleur important à Bondy, si ce n'est le principal, c'est d'abord un laisser-aller assez général, des rénovations qui n'améliorent pas
pas véritablement la qualité de vie des habitants. Vous avez des logements qui sont livrés avec des plaques d'humidité, des cafards, des rats qui se baladent en bas des immeubles. Des portes qui ne ferment pas, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, des courriers auxquels on ne répond que très rarement. Et puis vous voyez également, et ça tout le monde peut le constater en ville, des gens qui attendent depuis plusieurs années, qui s'aperçoivent que quand vous êtes proche d'un élu, quand vous êtes proche de la maire, vous bénéficiez avec une assez grande célérité finalement d'une attribution de logement. Et moi je ne serais pas de ces maires-là. Je pense qu'il faut mettre en place... Qu'est-ce que vous allez proposer, M. Coronado, d'abord, justement? Il y a des choses très simples. Parce qu'il y a le constat, mais il y a les propositions derrière. Oui, tout à fait. Une commission, par exemple, d'attribution des logements sociaux ouverte à l'opposition, transparente, avec un critère de cotation qui soit compris, qui soit accepté par la population. Si vous mettez déjà l'opposition dans une commission d'attribution, c'est pas le même fonctionnement. Ça se fait pas... au fond, comme ça se fait aujourd'hui, à l'ombre du cabinet ou des bureaux des élus. Là, vous mettez l'opposition, c'est-à-dire que tout ça n'est pas fait entre des gens qui pensent la même chose. Et puis rendre les critères tout à fait transparents, et puis procéder régulièrement, en fait, à des contrôles. Quand vous avez accès à un logement social, c'est que vous répondez à des critères. Des critères de revenus, parfois des critères en termes de public vulnérable, quand vous avez des personnes ayant un handicap ou des femmes qui ont pu bénéficier dans le cadre d'une séparation violente parce qu'elles ont été battues et que le tribunal leur a reconnu un statut de victime. Bref, donc procéder régulièrement à des évaluations, parce qu'il y a des gens qui parfois... heureusement pour eux d'ailleurs, ont vu leur situation financière s'améliorer. Donc il y a la question des surloyers, il y a la question simplement, comme ça s'est fait à Paris à un moment donné, on estime que la personne n'a plus rien à faire dans le logement social puisque ses revenus lui permettent de se loger dans le parc privé. Tout ça n'est pas fait. Tout ça n'est pas fait, et ça peut être fait sans que ça coûte 1 euro aux contribuables. La transparence, la démocratie, le contrôle des élus, ça ne coûte pas d'argent. D'accord. Mais alors, vous pensez quoi de l'affaire de Daniel Simonet qui refuse de rendre son logement social pour ne pas enrichir un bailleur privé? Écoutez, moi, je ne pense rien des affaires personnelles. Je vous l'ai dit. Moi, je n'ai jamais. Non, mais ça rentre dans ce que tu viens de dire. Je n'ai jamais logé dans un logement social, alors que à une époque, quand j'habitais Paris, j'y avais le droit. Mon frère, qui à une époque a été directeur de cabinet à la ville de Paris, y avait le droit parce que la ville faciliter l'obtention pour les cadres municipaux. Il n'y a pas que Simonet, on peut en citer plein. Vous pouvez en citer plein. On pourrait citer également une tête de liste verte également. Mais moi, mon combat, ce n'est pas un combat contre les gens. Ah bon? Sortez des noms, M. Coronado. Des noms. Justement. Surtout les écolos. Cette façon de problématiser des enjeux qui me semblent importants de manière très personnelle, très politicienne, c'est pas mon état d'esprit. Moi, c'est pas comme ça que je fais de la politique. Je l'ai pas dit, mais vous êtes soutenu par la France Insoumise. J'ai dit bien soutenu. Soutenu, ça veut pas dire que vous êtes un insoumis. Vous êtes soutenu. Moi, j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et j'étais candidat sur une des listes à l'élection européenne également. Après, la France Insoumise n'est pas un parti, vous le savez, on n'y paye pas de cotisation, il y a une souplesse, une liberté. Heureusement d'ailleurs, moi je suis toujours écologiste, je suis même toujours un joueur de cotisation d'une organisation bien connue. Voilà. D'accord. Alors un des membres de l'écologie sociale aussi. Tout à fait. Alors il y a quand même un hôpital très important, l'hôpital Jean Verdier, et vous allez tout faire pour vous opposer au démantèlement de cet hôpital Jean Verdier. Va-t-il très mal cet hôpital? L'hôpital, d'abord, il est démantelé. C'est-à-dire que toute une série de services, hématologie, urgence, maternité, tout ça, déménage à l'hôpital Avicenne. Donc, évidemment que la maire n'est pas la seule responsable de cette situation. C'est la APHP, n'est pas dirigée par Madame Thomasin. Elle fait partie, en revanche, du conseil d'administration de l'hôpital Jean Verdier. Quand j'étais enfant, moi, quand je suis arrivé à Bondy, nous comptions 6 cliniques et un hôpital. Aujourd'hui, il n'y a plus de cliniques. Et il n'y aura plus d'hôpital bientôt. Parce que cette restructuration, en fait, ressemble. Il peut être très franchement. Ça peut être sauvé encore. En tout cas, moi, je vais essayer de tout faire. Moi, ce qui me choque dans la situation que nous vivons aujourd'hui à Bondy, c'est que vous avez parfois des élus qui ne se contentent pas simplement de gérer dans les fauteuils douillés d'un conseil municipal, mais qui mobilisent la population, qui se battent à leur côté. Parfois, vous avez des images qui passent à la télévision. Vous avez un élu qui a mis une banderole sur le toit de la mairie ou devant l'entrée de la mairie en disant on s'oppose au déménagement du centre du trésor public, la fermeture de la CAF et tout ça. Là, en fait,
la difficulté qu'on a aujourd'hui dans ces territoires populaires, c'est que vous avez un État qui, depuis 30 ans, réduit considérablement les moyens de la puissance publique. On s'attaque aux hôpitaux, à l'éducation nationale, aux missions régaliennes. Hein, sous Sarkozy, alors qu'on avait toujours un discours très martial sur la police, on a connu à peu près 50 000 suppressions d'emplois, c'est-à-dire des policiers qui n'ont pas été remplacés. Et ben le problème, c'est qu'il se trouve des élus, en fait, qui ont fait en sorte que cette politique-là puisse s'appliquer sans résistance. Ils disent, c'est pas nous, c'est l'État. Sauf qu'un élu, ça doit être combatif, ça doit être un élu de combat. Et le problème avec les socialistes, pas avec tous, heureusement, mais avec beaucoup d'entre eux, c'est qu'au fond, dans tout socialiste se cache un macroniste, en fait. Ouais, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est qu'ils sont tous, en fait, finalement, peu ou prou pour la diminution de la puissance de l'État, pour faire des restructurations qui s'apparentent, en fait, in fine, à des fermetures. Et ils ont, par ailleurs... Privatisation, PAP. Je vais vous raconter une histoire. À Bondy, on ferme une piscine municipale. Michel Beaufort, c'est une piscine qui sert aux enfants à apprendre à nager, les scolaires. Bon, elle est pas, elle est un peu décative. Il faudrait la rénover, évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire une grande piscine olympique, c'est formidable. Bon, en fait, il y a un projet qui est le projet de la famille Muliez au Champ, qui est un projet immobilier commercial. Tout à fait opposé à l'imaginaire que moi je voudrais mettre en place dans ces territoires populaires qui fassent de l'écologie, du développement durable. Donc avec des tours de 17 étages et les Muliez, pour s'attirer les bonnes grâces d'Est Ensemble, dirigé par les socialistes, a décidé de mettre une piscine. Bon, la piscine, elle est même pas à Bondy, en plus, elle est à Noisy. Donc les élus disent, c'est formidable, il y a un équipement de proximité. Enfin, il y a un équipement de proximité, il y a surtout un bétonnage des berges du canal de l'Ourcq, il y a une opposition immobilière, et surtout... c'est qu'on cède en fait cette capacité de faire la ville, de faire le lien, de faire l'urbanisation à des intérêts privés et non plus à la puissance publique. C'est ça que je dénonce, moi. Alors, il nous reste très peu de temps, on va quand même élaborer quand même pas mal de sujets. Alors, la police, vous en faisiez référence tout à l'heure, la police municipale, comment elle se porte à Bondy? Est-ce qu'elle est armée et quelles sera vos propositions là-dessus pour D'abord, les engagements qui avaient été faits en 2014 n'ont pas été tenus. Ouais, c'est-à-dire elle avait annoncé une augmentation du nombre de policiers municipaux, ce n'est pas le cas. Vous allez augmenter, vous? Moi, je pense en effet, d'abord qu'il faut redéfinir les missions. Moi, je ne suis pas pour l'armement de la police municipale. Je suis en revanche pour définir des missions très claires de prévention, de médiation et d'intervention. Ce dont nous avons besoin dans des territoires comme celui de Bondy, c'est d'une présence. Moi, je ne crois pas que tout se remplace par des numéros verts, comme le pensent les macronistes, par la vidéosurveillance. Je crois en effet que les gens ont besoin d'avoir de la présence humaine, de l'intervention humaine, des personnes qui peuvent accompagner des victimes, des gens qui ont fait l'objet d'un cambriolage, qui peuvent les guider dans les méandres administratifs. Et donc, oui, on peut l'augmenter. C'est budgété, ça coûte de l'argent et c'est sur une mandature que ce sera fait. On a parlé d'écologie, de logement, de police, de santé. Parlons un peu de sport. Comment se porte Bondy en matière de sport ? On a une difficulté à Bondy en fait. Depuis quelques années, tous les diagnostics sociaux le disent, c'est une ville qui perd de son attractivité. On a un solde migratoire qui est pas positif, c'est-à-dire que... Il y a Kylian Mbappé chez vous, non? Il est chez non, vous il est né là-bas, sa famille vit, ça fait quand même quelques années qu'il n'y est plus, d'ailleurs. Non mais d'accord, mais il est né là-bas, quoi. C'est une fierté. Oui, il y a d'autres célébrités bondinoises, qui a d'autres personnes. Muriel Ortiz, à une époque, avait aussi Pablo été Escobar, il est de Bondy. Voilà, donc non, ce que je veux dire, c'est que on a une difficulté. Je vous le disais tout à l'heure sur le bétonnage, l'accompagnement, la montée en puissance en fait d'une ville. Elle doit se faire avec des écoles, des crèches, des équipements sportifs. Tout ça n'est pas fait. Justement, les écoles, Monsieur Coronado. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez proposer aux habitants de Bondy pour qu'ils aient une école plus sûre, parce qu'on sait que beaucoup font le choix. À tort ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, de mettre leurs enfants en privé lorsqu'ils habitent pour la plupart dans le 93 parce que le service scolaire est vraiment pas au top, quoi. D'abord, les écoles à Bondy se portent pas si mal. Je voudrais démentir cette idée que tout le monde fuit vers le privé. Non, mais il y en a beaucoup. Mais la difficulté, souvent les gens, quand ils ont des enfants qui ont des difficultés, vont vers le privé tout simplement parce que vous avez des classes de 24 à 30. Quand vous apprenez à lire, quand vous apprenez les éléments de la grammaire ou les bases du calcul, c'est compliqué d'avoir des classes de 30. Donc moi, je pense que ce n'est plus possible de faire en sorte que des enfants qui apprennent les savoirs fondamentaux se retrouvent dans des usines scolaires quasiment. Donc il faut programmer
programmer au cours de la mandature la construction d'écoles élémentaires. Il faut développer les modes de garde associatifs, les modes de garde inclusifs. Par exemple, on a à Bondy des chiffres extrêmement élevés sur la présence, et c'est un point très important du programme parce que nous comptons des colistiers qui sont très engagés sur ces questions-là. On a un nombre important de personnes avec un handicap dans la ville. Ouais. Se promener à Bondy, c'est une prise de risque presque mortelle. Quand vous êtes aveugle ou quand vous avez un handicap. La voirie est pas faite pour ça, elle n'est pas pensée. Quand vous allez en mairie, rien n'est pensé non plus pour que vous puissiez faire les démarches dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Ça coûte des sous, M. Coronado, tout simplement. Vous payez des impôts, non ? Oui, bien sûr. Voilà, vous êtes un citoyen. Mais est-ce que Bondy a de l'argent suffisant pour pouvoir subvenir à tout ça ? Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ce que je crois, moi, que ce qui est bon pour vous est bon pour moi. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est les mots, ça, M. Coronado. Non, c'est pas dans que les faits, mots. Concrètement. C'est pas que les mots. Par exemple, permettre la justice sociale, de mettre en place, par exemple, des modes de garde qui soient inclusifs, qui permettent à des enfants. Moi, j'ai rencontré au cours de la campagne beaucoup de mamans, par exemple, qui ont des enfants handicapés. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Ah bah vous travaillez pas, donc vous n'avez pas accès à la crèche. Et même si vous aviez accès à la crèche, votre enfant peut pas le prendre. Donc ces mamans, vous pensez que non seulement elles ont parfois un désir de travailler, elles ont un désir de formation, et puis ce sont des êtres humains, elles ont besoin d'aller chez le médecin, de faire des démarches administratives, de passer chez le coiffeur. Qu'est-ce qu'elles font ? Pourquoi elles sont pénalisées comme ça ? Qu'est-ce que vous allez proposer en matière économique ? C'est important, le taux de chômage est important à Bondy ? Le taux de chômage est important. Moi, il y a une idée qui me paraît très importante depuis longtemps. C'est Est Ensemble a signé en fait, a voté l'idée d'être candidat, que le territoire sera candidat à ce qu'on appelle l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. En fait. On n'a pas beaucoup avancé là-dessus. Moi, je serais favorable et je ferai en sorte que Bondy se porte candidat. Vous savez que c'est une expérimentation qui est née il y a quelques années, portée par des associations et un parlementaire, Grand Guillaume, qui aujourd'hui est en charge de ce projet. Il y a des sites qui ont été d'expérimentation. Ça permet de prendre des salariés qui ont perdu leur emploi depuis fort longtemps, de les salarier en contrat à durée déterminée au SMIC et assurer un retour à l'activité qui me paraît important. Et puis d'autre part, vous savez, Bondy, c'est une ville connectée, on est à 12 minutes de Paris, on est à côté du canal de l'Or, qui est une sorte de voie cyclable métropolitaine désormais très connue. Vous allez avoir de nouvelles connexions. Comment ? Le Grand Paris. Bah évidemment. Comment ? De quelle manière ? Parce que la fameuse opération de bétonnage de la famille d'Auchan, c'est dans le cadre d'une gare du Grand Paris en fait. Mais qu'est-ce que vous allez faire demain si vous êtes maire pour justement résister à cela ? Ah bah vous avez des moyens de résister. Le PLUI, le plan local d'urbanisme. Vous avez aussi les moyens de résister en débattant avec la population. Vous savez, moi j'ai été député des Français de l'étranger. Et donc le mythe des Jeux Olympiques, que tout le monde attend, que tout le monde applaudit. Moi je l'ai vu en fait à l'œuvre. Vous êtes favorable ou pas les Jeux Olympiques ? Non, moi j'étais opposé en fait. Je pense que c'est une initiative mercantile sur laquelle les citoyens auraient dû se prononcer. On devrait donner notre point de vue là-dessus. Moi j'ai vu Rio de Janeiro. En fait, avant les JO, l'argent qui a été dépensé. D'abord, les JO ont été organisés par les grandes marques. Coca-Cola, c'est les grandes multinationales qui organisent. Une fois tout ça passé, en fait, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Vous avez des équipements qui partent à volo, qui sont pas entretenus, un État qui est en faillite, une ville qui ne paye plus ses fonctionnaires. Donc tout ça n'est pas si rose, qu'on s'est pas concerté, qu'on se n'est pas accepté, qu'on se n'est pas voulu par la population. Et je crois que la fête populaire, la fête conviviale, la fête des valeurs de l'olympisme, ça n'a plus grand-chose à voir quand vous regardez aujourd'hui les Jeux Olympiques en fait. D'accord. Alors, dernière question avant de vous laisser vous adresser aux habitants de Bondy qui nous écoutent ce soir sur France Maghreb 2. Quelle sera la première grande mesure que vous allez prendre si vous devenez maire le 22 mars prochain ? D'abord, de faire un moratoire sur les grandes constructions, en fait, sur le bétonnage de la ville. Ça, c'est une mesure qui me paraît extrêmement importante. Les gens en ont assez. Il y a eu des promesses de coulées verts, d'espaces verts. Vous avez aujourd'hui des enfants, vous cherchez, comme une âme en peine, un jardin public, un espace vert avec des équipements. Ça me paraît extrêmement important. D'accord. Une autre chose qui me paraît extrêmement importante également, c'est de concrétiser cet engagement sur territoire zéro chômeur, c'est-à-dire de formaliser la candidature de Bondy dans le cadre d'Est Ensemble. Ça me paraît évidemment prioritaire. La question de la gestion publique de l'eau, c'est une bataille qui a été engagée
que les socialistes ont entravé à Est Ensemble, puisqu'ils ont permis en fait de revenir sur un vote qui avait permis d'obtenir une majorité sur la gestion publique, et donc ils ont permis de revoter, donc permettant à Noisy et à Bobigny, qui sont dirigés par des équipes de droite, de revenir sur ce vote qui avait été acquis de façon majoritaire. Je mettrai en place un plan climat avec des objectifs zéro déchet, zéro plastique, ça me paraît également prioritaire. Et puis une autre mesure, c'est-à-dire que je rendrai public les indemnités, je mettrai en place des permanences des élus qui n'existent pas aujourd'hui, et des comptes rendus de mandat également qui n'existent pas aujourd'hui dans la ville de Bondy. Ça paraît fou en fait que des gens puissent gouverner une ville sans jamais rendre des comptes. Sergio Coronado, maintenant à vous de vous adresser aux habitants de Bondy. Pourquoi Sergio Coronado, il faut voter pour votre liste le 15 mars prochain. À vous de jouer. Il faut voter pour une liste qui veuille transformer Bondy en ville verte. Une ville verte qui soit capable d'être résiliente, qui développe les espaces verts, qui fasse face au changement climatique, qui permette à l'ensemble de ses citoyens de bien vivre, qu'on soit en bonne santé ou qu'on ait un handicap. Je pense que c'est nécessaire. C'est aussi ça, la justice sociale. C'est une ville qui peut attirer de l'activité, combattre le chômage, créer de l'emploi avec des programmes comme celui dont je parlais, territoire zéro chômeur longue durée. Et puis, c'est aussi l'occasion de renouer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec une démocratie vivante, des élus responsables qui rendent des comptes. Ce que je souhaite, c'est de rendre Bondy aux citoyens, parce que je crois qu'à Bondy, il y a des talents, ils sont multiples, il y a une très grande diversité, une très grande richesse, et que cette population-là, elle mérite d'avoir des élus qui leur fassent honneur. Merci Sergio Coronado d'être venu vous présenter ici sur France Maghreb 2. Demain à votre place, le maire sortant qui se représente donc du côté de Champigny-sur-Marne. Quoi ? Je peux dire un petit mot ? Non, c'est fini. En antenne, si tu veux. En antenne. Oui. À tout de suite. Merci pour le quiz. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour le grand forum avec Philippe Boyaki. On est le retour de Audrey Pronosti. Comment ça va, Audrey ? Tu t'es bien reposé ? Ça va ? T'as bien révisé ? Bah non, j'ai pas révisé. J'ai écouté avec attention le débat politique. Enfin, le débat, si on peut appeler ça un débat, quoi. Non, c'est pas un débat. C'était une interview. Non, mais c'est pour ça que je me suis rattrapée. Oui, Sergio Coronado qui était avec nous, et vous pouvez donc retrouver l'interview sur la page Facebook Christophe le Grand Forum. Allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Qui oppose aujourd'hui Audrey Pronosti et Monsieur Philippe Bouriaki. Attention, c'est important. Bouriaki, ça va ? Non, il y a le casque qui vient de me lâcher. Mais tout va bien. Quoi ? T'as cassé le casque ? Non, le casque vient de me lâcher. Mais non. Oh, l'excuse. Le mec casse le casque pour sa dernière émission, Bouriaki. Bravo. Pourquoi dernière ? Voilà, parce que ça y est, on voit plus là. Ça y est, c'est fini. Non, mais on a compris. Il faut un tournevis. Ah oui, non mais c'est bon, on n'a pas le temps là par contre. Il faut y aller maintenant. On va y aller. Allez. Je vais perdre le quiz. Bon, ça y est, voilà. C'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Il y a un autre casque en même temps. Prends un autre casque en attendant. En urgence. Voilà, en urgence, voilà. La mauvaise foi. La mauvaise foi, dit Audrey. Bon, c'est bon, tu nous entends là ? Je crois. On peut y aller ? Allez, c'est parti. Première question. Dans quel arrondissement de Paris un commissariat a été confiné hier ? 13e. 13e est une bonne réponse. Ah, mais j'allais le dire. Ah bah, non, mais ça, c'est la phrase préférée de Audrey. Ah, j'allais le dire. Arrête. Non, mais c'était évident que c'était le 13e. Ah bah, évident, non, mais enfin, oui, espèce de raciste, bah. Non, mais comment ça ? C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Non, bon, quelle grande figure. Attends. Quoi ? Bah oui. Non, mais Jed ne perturbe pas Philippe Bouriaki. Quelle grande figure ? Quelle grande figure de l'audiovisuel nous a quitté Hervé Bourges. Hervé Bourges est une bonne réponse. Non, mais il se fout de moi, lui. Il dit, j'ai pas révisé. Il fait du Alvestabitage. 2-0. Pourquoi le procès du couple Fillon a été reporté ? Grève des avocats. Grève des avocats est une troisième bonne réponse. J'ai même pas le temps de répondre. T'as pas le temps de réfléchir sans doute, ouais. Mais non, mais je savais très bien que c'était à cause de ça. Il paraît. Ah bah oui, mais tu le savais, mais il fallait être rapide. C'est ça, solidarité. Non, mais je peux donner deux autres exemples de. Non, je m'en fous. Question suivante, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quatrième question. Quel ancien Premier ministre a proposé que l'Assemblée nationale soit élue pour 4 ans et non 5 ans ? Jospin ? Non. Ancien Premier ministre. Valls de droite. Raffarin ? Raffarin est une excellente réponse. Bon, ça, je savais pas. Jean-Pierre Raffarin. Et enfin, qui a déclaré réfléchir à abandonner la présidence de son parti à l'approche des présidentielles ? Président de son parti ? Oui. Qui
réfléchit à abandonner la présidence de son parti Hervé Morin. à l'approche des présidentielles. Ce n'est pas Hervé Morin. Jacob. C'est pas Jacob. La présidence. Tu peux répéter Guérini. Non. À l'annonce de Qui déclare réfléchir à abandonner Marine Le Pen est une excellente réponse. Oh là là, 5-0. Oh la Fanny. Victoire absolue de Monsieur Boyaki Audrey. Là, tu t'es pris un Paris-Marseille dans la face. Non, les premières, je savais. Les 2 dernières, je savais pas. Marine Le Pen qui, effectivement, a déclaré réfléchir à abandonner la présidence de son parti des RN, donc Rassemblement National, mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est toujours évidemment le Front National, à l'approche des présidentielles. Bon. Non, voilà. Mais la grève des avocats, je savais. Le 13e arrondissement, je savais. Ça m'énerve. Bon, voilà. Ça t'énerve, mais c'est comme ça. En tout cas, 5-0. Quelle belle victoire, Philippe, pour ta dernière, avant les municipales. J'ai pas entendu la musique. Hein. Est-ce que ça présage? Non, mais je peux. C'est bien. Tu pas révisé. Oui, bah non, t'as pas révisé. Philippe Boyaki, effectivement, on te revoit le 12 mars, effectivement, parce que, je le répète, que nos amis chroniqueurs candidats à une élection, évidemment, sont obligés de se retirer de cet exercice de chroniqueur. Le temps de la campagne et des 2 semaines qui restent, 2 semaines et demie là, ça y est. Waouh, c'est chaud là. Et Philippe Boyaki, candidat du côté d'Orly, qui viendra se présenter à vous le 12 mars prochain. Philippe, ça va, ça se passe bien la campagne, tout va bien? Franchement, tu la sens là, tu la sens? Est-ce que tu renifles la parfum de victoire? Non, écoute, ce que je renifle, c'est la victoire des Orlysiens et des Orlysiennes qui se saisissent de ce moment de démocratie. Et j'invite réellement. Tu pourrais être collègue de Sergio Coronado. Oh là là, pareil. Mais c'était un ancien non, mais collègue, tu pourrais être collègue. Si lui devient maire à Bondy, et toi à Orly, vous pourriez être collègue. Pas le même département, certes, mais bon. Pour y faire des choses ensemble. On créera une grande coalition climat de tous les maires écolos de l'Île-de-France et de France, de toute façon. Je sais pas s'il est d'accord. C'est votre but, vous êtes une secte. Il le sera, c'est un vrai écolo. Qu'est-ce que dit Audrey? Pardon? Ah non, j'ai rien dit. Non, elle a dit c'est votre but parce que vous êtes une secte, dit Audrey Pronosti. Non, mais par contre, je dis que on sent vraiment que dans le discours de M. Coronado, qu'il y a un vrai investissement. J'ai pas dit que c'était pas ton cas, Philippe. Attention. J'ai rien dit, mais c'est pas grave. Bon, merci beaucoup en tout cas, Audrey. Et désolé pour cette défaite. Tu feras mieux la prochaine, hein. Oh là, merci Audrey pour cette victoire. Merci Audrey, à bientôt et bonne soirée. Merci mon Fifi, je te souhaite une excellente campagne. Merci et tu vas nous l'arracher cette ville. Je compte sur toi. Hein. Je vous le promets. En tout cas, il y aura ni remords ni regrets. Faites-nous confiance. Ça c'est clair. En tout cas, on a totalement confiance en toi. On est derrière toi, mon Fifi. Et les Orlésiennes qui nous écoutent le seront aussi, j'en suis sûr. Bah ouais, mais tu vas nous manquer, mon Fifi. S'il y a une manifestation, tu y vas quand même? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. À la CSA, faut leur demander. Non, mais si, tu peux y aller, ça c'est pas. Je suis pas sûr. Sur internet, sur Facebook, on s'en fout. T'inquiète. Ah non, je suis pas sûr. T'inquiète, on va passer un coup de fil au président. Mais on va voir. Ouais. Merci à tous, bonne soirée. Demain, Dounia Teibaoui qui sera avec nous sur France Maghreb 2. On sera du côté de Champigny pour le maire sortant qui sera avec nous demain à 17h30. Et normalement, Soraya Rachidi aussi qui sera de la partie. Une émission 100% féminine demain pour ce qui est des chroniques. Ça, c'est bien. Dommage, Jed n'est pas là le mercredi. Non. Qu'est-ce qui ça a été fait exprès. Qu'est-ce qui va se passer dans un instant, cher Jed? Eh ben, beaucoup de cadeaux à gagner. D'abord, Shirnali qui sera là pour nous faire rigoler, évidemment. Ah ouais. Et puis, bien sûr, une télé 4K à gagner, plus la PlayStation 4 Pro. Bah, c'est le cadeau qu'on vous offre d'ici quelques instants dans le 18-20. Restez bien avec nous, puisqu'il est exactement et précisément sur France Maghreb 2, ainsi que partout ailleurs en France, à Paris et partout ailleurs. 18h. C'est l'heure du rappel de l'actualité, enfin plutôt du journal de l'actualité de ce début de soirée. Excellente soirée, à demain 16h. Ciao tout le monde. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal avec au sommaire l'Europe victime d'une poussée de fièvre à cause du coronavirus. Italie, Autriche, Suisse, plusieurs pays sont désormais touchés. On fait le point dès le début de ce journal. En France, des mesures de confinement ont été prises notamment pour les élèves qui reviennent de vacances d'Italie. C'est le cas notamment à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Et puis oui, l'hiver est bel et bien là avec un peu de retard. Vous le verrez, la neige fait son grand retour ce soir sur la moitié nord du pays. Ils avaient rendez-vous à 16h. Les ministres de la Santé de l'Italie et de ses pays voisins se sont retrouvés cet après-midi à Rome. Objectif, déterminer des lignes d'action communes face à l'épidémie de coronavirus. Depuis hier, les cas se multiplient sur le vieux continent. Johanna Cincinnati, quel est l'état des lieux en ce moment? Eh bien, le pays le plus touché, c'est l'Italie. À l'échelle européenne, 7 morts et plus de 200 cas contaminés. 2 nouvelles régions sont en étroite surveillance. La Toscane et la Sicile. Vient ensuite l'Autriche avec 2 premiers cas
de Covid-19 dans une région frontalière avec la Botte. En Espagne, une centaine de touristes, dont des Français, ont été placés en quarantaine dans un hôtel des îles Canaries suite à la contamination d'un médecin italien. Enfin, cet après-midi, la Croatie a également annoncé une première contamination, la Suisse aussi. Et puis en France, la situation reste sous contrôle. Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, un cas suspect est soumis en ce moment même à des examens dans les Alpes de Haute-Provence. Et il faut donc s'attendre à des annonces d'Olivier Véran dans la soirée à l'issue de cette réunion des ministres de la Santé à Rome. La France qui a déjà pris des mesures depuis hier, 70 nouveaux hôpitaux peuvent désormais accueillir les potentiels malades. Également, les enfants de retour de vacances dans la zone infectée sont invités à ne pas se rendre à l'école pendant 2 semaines. C'est le cas notamment pour ce groupe de jeunes et leurs enseignants du conservatoire de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Ils viennent de rentrer d'Italie et doivent désormais rester confinés chez eux. Pour autant, pas de raison de s'alarmer pour Yannick Lemarchand, responsable de la communication à la mairie de Villeneuve-sur-Lot. On l'écoute. Il n'y a pas de suspicion, il ne faut pas non plus s'alarmer. On applique tout simplement le principe de précaution. Un groupe de 8 personnes originaires de Villeneuve s'est rendu le week-end dernier donc à San Donà di Piave, près de Venise. Ils sont revenus hier soir. Et comme ce sont des gens qui sont quand même placés sous la responsabilité de l'agglomération, il nous paraissait normal à leur retour d'alerter les services de l'ARS pour qu'à un moment donné, ils puissent s'appliquer un protocole pour les protéger au cas où. Des propos recueillis par Jacques Jaumouillet. Édouard Philippe tenté par le 49.3. Le Premier ministre n'exclut pas un passage en force et un recours à la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites. Le texte est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés des Républicains ont demandé la suspension des discussions. Ils veulent attendre les conclusion de la conférence de financement fin avril avant de reprendre le débat sur le projet de loi. Vous l'avez sans doute remarqué, l'hiver est particulièrement doux cette année. Température record et pas beaucoup de neige sur les massifs. Eh bien, l'hiver va peut-être enfin démarrer puisque des flocons sont annoncés dans la soirée et demain matin dans le nord de la France, sur le Grand Est, la région centre, mais aussi en Île-de-France. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures? Réponse avec Jean-Pierre Rameau, prévisionniste chez Météo France. On attend un temps instable, avec beaucoup d'air froid d'altitude qui va déstabiliser la masse d'air et apporter un temps à gibouler. C'est plutôt ce qu'on va appeler des giboulées. Demain matin, on peut avoir localement, dans un premier temps, 1 à 3 cm en pleine dans le nord de Paris. Et puis ensuite, ces giboulées vont intéresser tout le nord-est du pays. Pour avoir de la neige, il faudra être au-dessus de 300 mètres, 3 à 10 entre 500 et 800 et jusqu'à 20 cm au-dessus de 800 mètres dans les Vosges et le Jura. Des propos recueillis au téléphone de Boris Karlamov. À l'étranger, les excuses de Placido Domingo, accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes. Le ténor espagnol leur demande pardon après avoir longtemps nié les faits. J'accepte toute la responsabilité de mes actes, a-t-il déclaré dans un communiqué publié aujourd'hui, 6 mois après les premières révélations. La mort d'Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien, est décédé quelques semaines après une opération. Au pouvoir depuis 1981, il avait été poussé vers la sortie par son peuple lors du printemps arabe en 2011. Hosni Moubarak avait 91 ans. On passe au sport avec le foot et la suite ce soir des 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Chelsea, Bayern, Munich et Naples, Barcelone. Demain, Lyon reçoit la Juventus Turin. Et puis gros coup de fatigue pour François Gabard. Le navigateur ne sera pas au départ de la Transat anglaise. La course doit s'élancer de Brest le 10 mai prochain. Le vainqueur de la Route du Rhum et du Vendée Globe paye ses exploits et ses victoires en solitaire ces dernières années. On termine avec un record, celui de l'exposition Léonard de Vinci qui vient de fermer ses portes au Louvre. Plus d'1 million de visiteurs enregistrés en 4 mois. C'est 2 fois plus que la rétrospective de la Croix il y a 2 ans. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une belle soirée avec nous. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb